Quand Omar est arrivé avec son livre sous le bras et que spontanément au CLAM on a eu envie de faire partager son expérience à tous, Mariam n'a pas eu une seule seconde d'hésitation pour dire « vous faites ça chez moi ». Et surtout dans le mois de l'histoire des Noirs. Pourquoi? Vous le savez, cette année, le thème du mois de l'histoire des Noirs, c'est se rapproprier notre histoire et nos valeurs. Et le thème de la conférence d'Oumar aujourd'hui, c'est la contribution des Noirs. Donc des inventeurs, des sportifs, des artistes et des héros à la marche de l'humanité. On ne peut pas trouver de thème de conférence plus approprié au mois de l'histoire des Noirs 2011 que celui-là. Alors j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour dire merci d'abord à Mariam de nous accueillir dans un si beau cadre, un cadre aussi chaleureux. Merci à tout le personnel aussi de la Maison de l'Afrique qui s'est dépensé comme d'habitude avec énormément de générosité pour nous préparer le cadre et préparer les petites choses que vous avez en arrière. Et n'hésitez pas, pas pendant la conférence, mais avant ou après la conférence, à aller vous sustenter comme on disait ici. La semaine prochaine, ici, l'Office du tourisme du Sénégal vous convie à une semaine de tourisme à la Maison de l'Afrique. Et ça commence le mardi 22 jusqu'au samedi le 26. Alors, ici, nous avons le docteur Yvette Boni. Le docteur Yvette Boni est bien vivante. Elle travaille ici à Montréal, à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont. C'est une haïtienne. Je l'ai rencontrée plusieurs fois lors de, n'est-ce pas, soirée de l'association des ingénieurs et scientifiques haïtiens au Canada. Elle est la première à avoir réussi une opération de greffe de moelle osseuse pour les enfants. Elle est professeure à l'Université de Montréal. Barbara Williams est la première africaine-américaine qui a reçu un doctorat, un PhD in astrophysics en 1981 à l'University of Maryland at College Park. Astrophysicienne africaine-américaine. Après, nous avons la première femme noire à avoir volé dans l'espace, Mae Jemison, en 1900. Voilà. Ça, c'est une photo qui date de la revue Ebony en 1994, la première astronaute noire aux États-Unis. Et puis ici, nous avons une haïtienne, Chantal Damas, comme francophone, qui est la première, donc, aussi africaine-américaine, mais francophone, à avoir un PhD en astrophysique. Elle est toujours dans le domaine de l'astrophysique. Elle est originaire de Haïti. Elle est aux États-Unis aussi. Elle travaille dans le domaine, vous voyez, des astéroïdes, les comètes, les météorites, vous voyez, elle travaille dans ces domaines-là. Ici, vous avez Alexander Bouchette. Alexander Bouchette is the first black who hold a PhD in United States in 1876, en 1876. C'est le premier noir qui a eu un PhD en physique. Alexander Bouchette. Donc, en fait, son histoire est racontée ici en détail. Donc, il est mort à 66 ans, n'est-ce pas? Il est né dans le Connecticut à New Haven, donc il est mort en 1918. Il a connu évidemment beaucoup de difficultés dans sa carrière comme physicien, pour enseigner comme universitaire, pour ses recherches et tout. Donc Albert Cox, c'est le premier noir américain qui a obtenu un PhD en mathématiques, the first African American who got a PhD in 1925, en 1925. Et je vais terminer ici, en fait, par un grand chef militaire qui est l'empereur Ménélique II, n'est-ce pas, d'Éthiopie, qui a vaincu les Italiens à Adwa en 1896. Mais c'est à cause de l'aspect scientifique de la stratégie que Ménélique avait utilisée. Parce que Ménélique avait utilisé un système de télécommunication en se servant du tam-tam. Et ça, c'est dans un livre russe, un livre soviétique que j'ai depuis longtemps qui s'appelle La physique récréative. Ménélique avait utilisé, quand les troupes italiennes sont rentrées en Éthiopie, à partir de la frontière d'Érythrée, parce que l'Italie occupait l'Érythrée depuis 1886, depuis 10 ans. Dès que les troupes italiennes sont rentrées, du général Baratieri, il y avait 25 000 soldats italiens. Le général Baratieri, d'Aboromida, il y avait 25 généraux, l'Italie était surarmée. Quand ils sont rentrés, ils ont entendu, n'est-ce pas, des gens jouer du tam-tam. Ils ont entendu des gens jouer du tam-tam. Et à une certaine distance, n'est-ce pas, le tam-tam recommençait.
Et toujours, et toujours, et toujours. Et l'armée italienne se demandait, mais enfin, ces Africains-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont en train de jouer du tam-tam pendant qu'on va venir les massacrer. Mais ils ne comprenaient pas qu'ils étaient en train de propager des messages. Parce qu'à partir d'une certaine distance, un message s'affaiblit, le son s'affaiblit. Maintenant, n'est-ce pas, les stratèges de Ménélique connaissaient exactement la distance à partir de laquelle le son ne s'affaiblissait pas. Donc les tam-tams étaient arrangés en conséquence. Donc quand les Italiens sont arrivés à la passe de Dogali, n'est-ce pas, ils étaient pris au piège et ils ont été écrasés. C'est pour ça que j'ai choisi Ménélique. Et cette histoire, quand j'ai été en Éthiopie en 2005, pour animer un séminaire à Ethiopian Telecommunication Company, pour des ingénieurs, ils ont comme symbole un tambour, Ethiopian Telecommunications, un tambour avec une onde. Je leur ai demandé ce que signifie ce tambour avec cette onde, mais ils ne savaient pas. C'est moi qui leur ai raconté l'histoire de Ménélique. Je dis ce tambour avec cette onde-là rappelle que Ménélique avait construit un système de télécommunication avec le tam-tam pour informer de l'avance de l'armée italienne. Et c'est ce système de téléphonie sans fil, c'est ça qui est reproduit aujourd'hui avec la téléphonie mobile, avec tous les systèmes sans fil. C'est ça que Ménélique avait fait. C'est ça que Ménélique avait fait. Donc c'est pour ça que, en fait, je le montre comme ça. Et je vais en fait conclure. Moi, je voulais vous remercier. Oui, merci. Et vous féliciter du travail et puis de le partager à tous compris. Merci. J'aurais pas vraiment des questions, mais ça serait un constat. Oui. Sachant qu'on a tout ça, Oui. je me dis, il faudrait qu'on les voit dans notre quotidien à nous. Dans les endroits où ils ont été, par exemple, j'imagine notamment une rue avec leur nom et une explication sur qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est l'apport qu'ils ont amené. Oui. Et même Internet, je trouve que, étant donné ce que vous avez dit du fait des erreurs, Oui. il serait intéressant de trouver un espace savant, de partage, de culture, de partage, dans lequel on trouverait le portrait de la personne, Oui. avec un descriptif, mais vraiment que ce serait comme un site officiel Oui. qui permettrait que tous les étudiants, ceux qui cherchent à mieux comprendre leur propre histoire, parce que moi je suis de l'île de la Réunion, je peux moi aussi vous dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Edmond Albus, qui était un esclave. À 14 ans, il a découvert la pollinisation de la vanille. Et il a fini très tristement, alors que son invention a servi à beaucoup de choses dans la botanique, et pas beaucoup de Réunionnais le savent, ni d'autres personnes. Mais je trouve que chacun de nous, et justement je vous remercie là-dessus, c'est que même dans ce siècle-là, nous-mêmes, nous connaissons des gens qui font des choses incroyables et aussi de le partager dans l'époque dans laquelle on vit et au-delà. En tout cas, c'est la réflexion, que ça ne soit pas seulement dans le livre, mais que ça soit comme un espace encyclopédie, site web, rue. Oui. Parce que je trouve que si quelqu'un, imaginons, dans 20 ans, traverse une rue et voit le nom d'un de ces personnages, imaginez l'impact psychologique que ça peut avoir sur lui. Je trouve que ça serait intéressant d'aboutir au-delà aussi. Moi, j'ai une réaction par rapport à ce que Léo et Omar ont dit tout à l'heure sur le mois de l'histoire des Noirs. Vous savez, moi, ça fait quelques années que je ne m'intéresse plus à ça, pour la bonne et simple raison que à l'hôtel de ville, on avait l'habitude de faire toujours défiler les gens qui venaient soit du ministère, d'organismes X, Y, Z, qui venaient toujours dire « nous avons l'intention de, nous avons l'intention de, nous avons l'intention de ». Et j'ai approché la coordonnatrice à l'époque du mois de l'histoire des Noirs, je lui ai dit « il faudra changer le format ». La prochaine fois, au lieu de faire défiler les gens qui nous promettent toujours d'une année à l'autre de faire ceci ou de faire cela, faites donc passer des gens qui ont vécu des problèmes quotidiens. Des Noirs qui ont vécu des problèmes soit à l'emploi, soit comment dirais-je, à l'hôpital ou à un endroit à l'école. Mais normalement, oui. Et à partir de ce moment-là, les gens qui viennent d'habitude faire des promesses, ils vont s'asseoir et écouter. Mais là, bon, on m'a presque envoyé promener. Hein. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas surpris de voir la dérive que ça prend, où on parle de l'histoire des Noirs du Québec. L'histoire des Noirs du Québec, là, ben, on a
peut-être 2-3 ans après, on n'a plus de Noirs du Québec. Hein, je ne sais pas, mon ami, il sait un peu que si on veut faire le recensement de ce qu'il y a comme Noirs du Québec qui ont fait des contributions importantes, ben, en 3 ans, on ne fera plus rien. Mais il y a des Chinois qui ont fait des choses. C'est pour ça que moi je dis qu'il y a toujours des collabos. Parce que Omar, quand il a commencé, il a parlé de quelqu'un qui avait dit que son livre était nostalgique en parlant de Maroubopal. N'est-ce pas? Mais il y a des Maroubopal ici. N'est-ce pas? Parce que le pays est indépendantiste, parce que ceci, parce que cela, il y a des gens qui embarquent dans des bateaux qu'ils ne connaissent même pas. Vous voyez? Alors donc, c'est pour ça que ces collaborateurs-là, il faut les identifier et les dénoncer. Le mois de l'histoire des Noirs de Carter Woodson, qui a commencé d'ailleurs par une semaine, c'était juste pour faire connaître les contributions de tous les Noirs, pas le Noir américain seulement, mais de tous les Noirs, pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas des parasites, n'est-ce pas, dans le développement de l'humanité. Nous avons été d'importants contributeurs et il faut que cela se sache. Mais ce n'est pas parce que nous avons vécu soit l'esclavage ou la colonisation que nous n'avons rien fait. Même dans ces conditions-là, nous avons fait des contributions extrêmement intéressantes et importantes, mais il faut les faire connaître. Alors quand il y a des collaborateurs qui courent après la reconnaissance, ben, ils vont accepter n'importe quoi. Et ça, c'est encore accepter ce que le blanc va nous imposer. Alors ça, il faut le refuser, n'est-ce pas? Nous avons le droit et le devoir, la responsabilité de promouvoir nous-mêmes ce que nous pensons être nos conditions, soit présentes, antérieures ou futures. Alors c'est pour ça que...